Bonjour à tous, Quentin Even, je suis pédiatre, je travaille à Robert Debré sur la cohorte des JMML et je remercie Jean Donadu de m'avoir invité à vous parler des mutations somatiques de la voie RAS dans leur versant maladie auto-immune et dans leur versant plutôt onco. Juste une petite introduction un peu immuno. Quand on parle de génétique de maladies auto-immunes, il y a deux choses qui s'affrontent. Il y a d'abord les maladies auto-immunes fréquentes de l'adulte polygénique, où il y a de nombreux variants qui sont connus, avec une prévalence forte dans la population, mais le poids spécifique de chacun de ces variants est très faible. Et puis, à l'inverse, les maladies auto-immunes monogéniques avec des variants très rares, rencontrés chez de très rares patients, mais dont le poids est très fort. Si vous avez le variant, vous allez développer la maladie auto-immune. Et ça, c'est intéressant parce que c'est l'étude de ces maladies qui a permis de comprendre pourquoi, comment on est protégé contre les maladies auto-immunes. Il y a 5 mécanismes qui sont connus à l'heure actuelle. Ces mécanismes sont non redondants, donc il faut que les 5 mécanismes fonctionnent pour que l'individu ne développe pas de maladie auto-immune. Moi, je vais surtout vous parler de défaut d'apoptose lymphocytaire. Donc en gros, quand un lymphocyte rencontre un auto-antigène, ça crée un lymphocyte autoréactif qui va être détruit par apoptose et protéger l'individu contre les maladies auto-immunes. Le souci intervient quand ce lymphocyte acquiert une résistance à l'apoptose. Il ne va plus mourir, mais il va proliférer comme les lymphocytes qui rencontrent des antigènes extérieurs. Et c'est l'accumulation de ces lymphocytes autoréactifs qui, à terme, va amener aux manifestations auto-immunes. Les voies de l'apoptose sont bien connues. Il y a 2 grandes voies. La voie intrinsèque, qui est liée à la déprivation de facteurs de croissance dans l'environnement, qui va induire un stress sur la mitochondrie, une perturbation des balances entre les facteurs pro-apoptotiques et anti-apoptotiques, et induire la mort cellulaire. A l'inverse, la voie extrinsèque, dont vraiment la pierre angulaire, c'est le récepteur FAS, qui est un récepteur de la superfamille des TNF récepteurs. Lorsque son ligand se fixe sur lui, activation d'une voie de signalisation qui va activer les caspases et induire la mort cellulaire. Il y a presque 30 ans, Frédéric Rieuleca et l'équipe de Necker ont découvert que des mutations de FAS donnaient des tableaux d'une maladie qu'ils ont appelée l'ALPS, ou syndrome de lymphoprolifération auto-immune. C'est des jeunes enfants, moins de 5 ans, qui ont une lymphoprolifération avec une grosse rate, des gros ganglions et une bicytopénie auto-immune, avec un risque accru de développer des lymphomes hodgkiniens ou non-hodgkiniens. Et quelques années plus tard, on a remarqué que des patients qui avaient le même phénotype que la LPS avaient des mutations pas dans la voie extrinsèque, FAS ligand, FAS ou caspase 10, mais dans la voie RAS avec des mutations de NRAS et KRAS. Et ça ne semblait pas aberrant puisque la voie RAS est aussi impliquée dans l'apoptose. En effet, une hyperactivation de la voie RAS-MAP kinase va entraîner une phosphorylation et une dégradation de la protéine pro-apoptotique BIM et donc diminuer l'apoptose. Cette maladie, initialement, on l'avait classée sous ALPS type 4 et puis finalement a été renommée RALD. En 2021, on avait repris avec l'équipe de Bruxelles tous les cas de RALD décrits dans la littérature, ce qui faisait une cohorte de 28 patients issus de 13 publications différentes. Comme l'ALPS, c'était des patients très jeunes, surtout dans la première année de vie, mais en tout cas avant 5 ans. Et puis, étrangement, quelques patients à l'adolescence, voire à l'âge adulte, autant les filles que les garçons. Les enfants entraient souvent dans la maladie par les cytopénies auto-immunes. Alors, soit ils avaient directement la bicytopénie, soit ils pouvaient avoir une cytopénie et la deuxième cytopénie venait dans l'évolution. À l'ANUM, on voyait une monocytose souvent supérieure à 1,5 gigaparlitre, ce qui est un peu une signature de la maladie, et puis tout un florilège de stigmates d'auto-immunité avec une lymphocytose B, une hypergammaglobulinémie et des auto-anticorps, plein d'auto-anticorps différents, notamment ceux qu'on retrouve dans le lupus. C'est des enfants qui avaient une grosse rate et des adénopathies principalement à l'examen clinique. Quasi tous les patients ont eu un WES qui a pu montrer que dans un tiers des cas, il y avait des mutations somatiques de NRAS et dans 2 tiers des cas, des mutations de KRAS. Et pour les 2 gènes, les mutations se retrouvaient uniquement au niveau du codon 12 et 13. Toujours à l'état somatique, pas de mutation germinale. Alors l'évolution des patients, les complications les plus importantes, c'est des complications auto-immunes, très variées, mais principalement des péricardites, des manifestations articulaires
ou des maladies inflammatoires du tube digestif. Quelques patients ont présenté des hémopathies malines et particulièrement intéressant, 2 patients ont évolué vers un phénotype de leucémie myélomonocytaire juvénile dont je vais vous parler et finalement ont acutisé en leucémie aiguë myéloïde. On a un suivi médian de 10 ans pour l'ensemble de cette cohorte. 2 patients sont décédés, un d'une mort subite au domicile qui n'a jamais pu être expliqué et l'autre de son acutisation en LAM. Sur l'ensemble des patients, 2 ont bénéficié d'une greffe de moelle, ils sont toujours en vie, et les autres ont eu uniquement des traitements immunosuppresseurs pour gérer les manifestations auto-immunes. Alors, je vous parlais de leucémie myélomonocytaire juvénile, c'est une maladie rare. Je me permets de refaire un petit point parce que je pense que les adultes ne la connaissent pas trop. C'est une hémopathie qui représente 2% des hémopathies malines de l'enfant. C'est la leucémie qui a le pronostic le plus défavorable en hématologie pédiatrique avec une survie qui était initialement autour de 50%. Et là, c'est les données de la cohorte française récente avec une survie à 5 ans de 73%. Le seul traitement, c'est l'allogreffe de moelle osseuse, mais on ne comprend pas très bien pourquoi. Il y a certains patients avec certains types de mutations qui ont une résolution spontanée des manifestations myéloprolifératives et qui survivent 20 ans plus tard sans traitement, toujours avec le clone RAS. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on n'explique pas encore dans tous les cas. La LMMJ, c'est une prolifération clonale des lignées granuleuses et monocytaires en raison d'une hyperactivation de la voie RAS-MAP kinase, soit à cause de mutations dans la voie, NRAS, KRAS, RRAS, des régulateurs négatifs de la voie CBL, NF1 ou des régulateurs positifs PTPN11, soit à l'état somatique, soit à l'état constitutionnel, notamment dans le cadre du syndrome CBL ou de la neurofibromatose de type 1. Alors ici, j'ai repris, sur le loliplot qui est un peu artisanal, je suis désolé, mais j'ai remis en rouge les mutations qu'on avait trouvées chez les patients NRAS et KRAS avec LMMJ dans la cohorte française et on voit que le spectre est un peu plus large que le RALD, peut-être aussi parce qu'il y a plus de patients, mais en tout cas que les LMMJ et les RALD ont exactement les mêmes mutations. Alors l'hypothèse qui a été faite, c'est que en fait, ces 2 maladies, c'est une seule maladie et qu'il y a un continuum. D'un côté, le RALD, qui peut être indolent à la majorité des cas, léger même indolent dont je vous ai parlé, notamment avec mutation NRAS, KRAS, des GMML agressifs qui représentent dans la cohorte française 65% des cas et qui évoluent sans traitement vers des défaillances multiviscérales, notamment avec des atteintes pulmonaires, et puis 15% qui vont évoluer vers des LAM. Alors ce n'est pas une évolution chronologique, certains entrent dans la maladie directement dans des phases agressives ou dans des phases de LAM, et les traitements vont être adaptés au type de maladie. Le seul traitement, comme j'ai dit, est l'allogreffe de moelle osseuse. Malheureusement, il y a certains patients qui n'arrivent pas à la greffe en raison de maladies trop agressives. Alors là, ça a déjà été introduit. Pourquoi parler de Rosa Dorfman dans le RALD? Je pense que Sébastien Hériti vous a bien déjà introduit la LPS, le RALD, les manifestations auto-immunes. Effectivement, dans ma cohorte de 28 patients, il y en a 2 qui ont présenté un Rosa Dorfman. Une patiente avec une maladie multisystémique assez agressive qui est décédée, et puis un patient qui avait uniquement une forme cutanée et qui a eu des traitements mineurs et qui est toujours en vie. Donc, si on reprend les mutations NRAS, KRAS dans le Rosa Dorfman dans la littérature, c'est assez faible. C'est surtout des case reports dans des journaux de faible impact où la pathogénicité du variant n'est pas toujours établie. Donc, il faut prendre ces infos avec précaution, mais on voit que seulement 2 patients ont des mutations qui sont proches, en tout cas sur le codon 12 et 13, de celles de la GMML et du RALD. Et puis certains patients ont des mutations au niveau du codon 117, comme celles qui ont été décrites juste précédemment. Alors, avant de finir, je voulais faire un petit point sur une observation qu'on a faite à Robert Debré. On a observé que chez des patients qui avaient une hémopathie maligne et qui étaient guéris en rémission de leur hémopathie maligne, persistait après rémission un clone RAS, soit toujours des patients qui avaient des hémopathies B, soit des LAL, soit des lymphomes B. Et je vous montre ici un exemple, un patient de 11 ans qui avait un lymphome lymphoblastique avec une atteinte testiculaire rétro-orbitaire, mais pas d'atteinte médulaire. Et on voit que dans les testicules et au niveau de l'œil, dans les biopsies, on montrait qu'il y avait plusieurs mutations et qu'en RC,
toutes les mutations avaient disparu dans le sang, sauf le clone RAS. Et donc l'hypothèse, ça a déjà été décrit dans les mutations de RAS, c'est qu'il y a un mosaïcisme somatique, c'est que des enfants qui très tôt dans la vie vont acquérir des mutations de RAS dans un ou plusieurs types cellulaires. Ils vont persister, il y a des études où il y a eu un suivi comme ça, des VAF qui étaient toujours stables au fur et à mesure du temps. Les enfants ont une hématopoïèse clonale et ont un risque plus important de développer soit des maladies auto-immunes, soit une prédisposition aux hémopathies malignes. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas encore très bien pourquoi ce clone tout d'un coup va développer telle ou telle complication. Donc je pense que j'ai pu bien vous montrer que le RALD, c'est une entité qui est encore floue, qui est à cheval entre beaucoup de choses. Il y a des lupus qui ont des mutations NRAS-CARAS, le Rosai-Dorfman, les hémopathies malignes dont la JMML. Le problème, c'est qu'il n'y a pas encore de consensus pour les critères diagnostiques, étant donné qu'il y a une énorme hétérogénéité, qu'il y a peu de patients. Donc voilà, on essaye d'avancer sur cette question. Et pour ça, avec Hélène Cavé, qui dirige le service de génétique moléculaire à Robert Debré, spécialiste de la voie RAS, on aimerait constituer une petite cohorte de patients avec des mutations de la voie RAS, que ce soit des maladies auto-immunes, que ce soit des Rosai-Dorfman, ou des patients qui ont eu des hémopathies malignes où il persiste un clone RAS en RC, pour pouvoir d'abord, au niveau clinique, comparer les patients, notamment sur le plan immunologique, et puis faire des analyses génétiques et épigénétiques plus poussées pour essayer pouvoir différencier ces différentes entités. Je remercie toutes les personnes qui travaillent sur la MMJ, à Robert Debré particulièrement, Marion Strulu et Hélène Cavé, et puis vous pour votre attention.